On va commencer. Je me présente, Gérard Vint, je suis le responsable de l'histoire à Alternative économique. Et on a invité pour cette table ronde intitulée « Allons-nous revivre 1939 ?» Enfin, on n'est pas très fixé sur la date, hein, ça peut être ces années 38, 39, enfin, post-Front populaire et avant la guerre. Ludivine Bantigny, historienne, hein, qui a écrit pas mal de choses. Je ne vais pas faire toute la liste. Il y a quelques bouquins d'ailleurs, hein, soit dit en passant, il y a une table à l'entrée, et qui travaille actuellement d'ailleurs sur un bouquin sur le Front populaire, si j'ai bien compris. Et Jean Vigreux, donc, qui est historien, qui est à l'Université de Bourgogne, qui lui aussi est spécialiste de cette période. Donc, on a une historienne et un historien qui connaissent bien la période. Juste à l'introduction, je vais être très bref. Hein, on a tout notre temps, mais quand même, je vais être très bref. Je vais vous lire juste un petit passage de ce bouquin qui s'appelle Récidive, qui a été écrit par Michael Fussell. Et il parle de 1938, mais c'est en plein quand même dans notre sujet. L'avantage de 1938 est de condenser en quelques mois des évolutions à l'œuvre depuis plus d'une décennie dans le présent. Radicalisation conservatrice du discours, camouflée par une idéologie post-partisane, triomphe des solutions libérales en pleine crise du libéralisme économique, perception des procédures démocratiques comme un obstacle à la mise en œuvre d'une politique efficace, renforcement inexorable du pouvoir exécutif, multiplication des lois sécuritaires, restrictions dans la politique d'accueil des réfugiés, stigmatisation d'une minorité religieuse à la faveur d'une guerre officiellement déclarée contre ses membres les plus fanatiques, le tout sur le fond d'une montée apparemment irrésistible des nationaux, rebaptisés populistes, sans que cette nouvelle appellation nous éclaire beaucoup dans l'intelligibilité du phénomène. Le détour par 1938 permet de voir en accéléré une démocratie qui prétend se défendre en empruntant les armes de ses adversaires les plus acharnés. Alors sur ce sujet, je propose, Ludivine, que tu commences par nous dire comment tu abordes cette question. Hein. Allons-nous revivre 1938-39 Tu l'abordes comme tu le souhaites un petit peu, que ce soit sur le plan de la politique intérieure, sur le plan de la situation socio-économique, sur le plan international, enfin, par le biais que tu préfères. D'accord, merci Gérard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir discuter avec Jean et Gérard et avec vous, bien évidemment, puisque de toute évidence, on aura le temps d'un vrai débat, de vrais questionnements collectifs. Et ça fait toujours plaisir. C'est une période évidemment très écrasante, hein, celle qu'on est en train de vivre, en tout cas quand on est attaché aux libertés publiques, à la démocratie et à l'idée de justice sociale et d'émancipation. Et donc, du coup, ce genre de rencontres peuvent permettre précisément de nourrir peut-être encore des espoirs, un optimisme, même si je vous avoue que d'habitude, optimiste, je le suis beaucoup, et j'essaye justement d'aller chercher dans le trésor de l'histoire de quoi alimenter cet enthousiasme optimiste. Et là, j'avoue que je suis de moins en moins, mais je vais quand même essayer de continuer à tracer quelques chemins qui peuvent nous aider à y voir clair avec vous, hein, dans cette situation extrêmement difficile. Je vais commencer peut-être par parler des grands enjeux qui ont animé les protagonistes du Front populaire jusqu'à sa mort en avril 1938, disons, avec l'arrivée mars-avril 1938. Mais pour vous dire, pour insister bien sûr également sur les comparaisons possibles, les analogies sont toujours compliquées et on les prend évidemment avec beaucoup de prudence et de déontologie. Mais en quelques axes, je dirais que dans les années, à partir des années 30, il y a une très grande conscience de la part de la gauche de ce qu'est le fascisme. Et je crois que c'est un peu moins le cas aujourd'hui.
En tout cas, l'interprétation majoritaire des gauches, on va les appeler des gauches marxistes, des gauches matérialistes, hein, que sont en particulier le Parti communiste et le Parti socialiste SFIO, leur analyse du fascisme, c'est qu'il s'agit d'un des moments du déploiement du capitalisme. Donc il n'y a pas de dissociation entre fascisme et capitalisme. On peut se référer à beaucoup de textes qui sont produits à cette époque dans tout ce spectre de la gauche. Et j'insiste sur cette dimension matérialiste, hein, parce qu'on pourra distinguer cette gauche d'une autre partie de ce qui va constituer le Front populaire, à savoir le Parti radical, qui, quant à lui, et pour beaucoup de raisons sur lesquelles on peut revenir rapidement, parce que ça me semble aussi intéressant pour parler des gauches aujourd'hui, n'a pas du tout la même analyse, la même appréciation, tout simplement pas la même culture politique pour livrer cette analyse. Donc les gauches marxistes estiment qu'à un moment donné, en situation de crise approfondie, le capitalisme a besoin de gouvernements, de régimes plus autoritaires, quand ils ne peuvent plus gouverner uniquement par le consentement, pour reprendre un terme de Gramsci, hein, mais qu'ils doivent gouverner justement par davantage de contraintes. Et donc il y a une conscience extrêmement aiguisée de ce qu'est le fascisme à cette époque, hein, lorsque le Rassemblement populaire, devenu Front populaire, se constitue. Et finalement, ce Front populaire, il est avant toute chose un rassemblement antifasciste. Et c'est vraiment ce dont on a aussi besoin aujourd'hui. Il y a une conscience qui est liée au fait que le fascisme, il a pour objectif, outre un nationalisme exacerbé, la constitution d'un homme nouveau, d'une dimension contre-révolutionnaire, réactionnaire, totalitaire, qui veut en finir avec les droits humains, avec les libertés publiques, avec les enjeux justement de justice sociale, de solidarité, d'émancipation. Le fascisme, et c'est clairement analysé par les gauches marxistes de cette époque, veut aussi en finir avec la lutte de classe, veut en finir avec le mouvement ouvrier dans sa longue histoire et dans sa longue tradition. Et donc veut briser par tous les moyens ces formes d'organisation, voire d'auto-organisation ouvrière et populaire. Donc les premières données du fascisme dès la constitution des fascis italiens, c'est de briser, par exemple, la tentative de grève générale en 1922 en Italie. D'où le fait que, d'un côté, le roi Victor Emmanuel II en Italie, et de l'autre côté, le président von Hindenburg appelle Hitler et Mussolini au pouvoir, précisément parce qu'on est dans un moment de grande conflictualité sociale, de puissantes organisations justement syndicales notamment, de lutte sociale vraiment importante. Et le fascisme a pour rôle aussi de les éradiquer. Et en février 1933, les premiers camps de concentration, donc à peine Hitler est-il nommé chancelier, les premiers camps de concentration sont ouverts pour justement les socialistes, les communistes et les syndicalistes. Il faut vraiment bien l'avoir à l'esprit. Mais encore une fois, il n'y a pas de dissociation possible entre un système économique fondé sur la reproduction de la loi du capital, de la loi du marché, et ce stade, encore une fois, aux yeux de ces analyses, du fascisme comme une manière de gouverner autrement. La gauche radicale, enfin, ce qu'on appelle en France le parti radical, est une sorte de centre-gauche qui n'est pas matérialiste, qui rejette en réalité le marxisme, aussi bien dans ses analyses que dans son protagonisme. Le Parti radical rejette toute forme de lutte de classe. Et donc, il faut revenir sur cet aspect parce que, donc pour le Parti radical, le fascisme est essentiellement une idéologie, une mouvance et, in fine, un régime qui, en effet, abolit les libertés publiques, qui abolit toute forme de démocratie et de république. Mais dans cette appréciation, il n'y a pas de lien direct avec un système économique. À la différence du premier pôle, le Parti radical, quant à lui, veut préserver ce système économique en place. Il est favorable au capitalisme, à la propriété privée, en particulier des moyens de production, qui est considéré véritablement comme sacré. Alors pourquoi est-ce que j'y insiste ? Parce que je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir
selon d'ailleurs évidemment son point de vue, ses propres valeurs aujourd'hui, revenir à ces analyses-là pour mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver. En fait, dans un ouvrage que j'ai co-signé avec le sociologue Ugo Paletta qui s'appelle « Face à la menace fasciste », on essaye pour notre part de revenir justement sur cette appréciation matérialiste de la crise que nous traversons, de l'extrême droitisation du champ politique à l'échelle internationale et même d'une fascisation clairement. Et à nos yeux, c'est justement une des phases autoritaires que revêt le système capitaliste. Voilà. Pour nous, c'est indissociable, mais on peut tout à fait en discuter et bien évidemment avoir des divergences d'approche quant à cette analyse. Et donc, c'est aussi intéressant quant à ce qu'a été le Rassemblement populaire, donc les gauches qui se sont alliées à partir essentiellement de 1934 et plus encore de 1935, parce que finalement, il y avait une espèce de vice de forme dès le départ. C'était un peu biaisé comme type d'alliance, puisque en réalité, les divergences étaient extrêmement profondes. D'un côté, des organisations qui voulaient en finir avec ce qu'elles jugeaient être des formes d'exploitation, des formes d'oppression liées au système économique et social qu'est le capitalisme, et d'un autre côté, le Parti radical, donc, qui, quant à lui, est très soucieux de l'ordre social, et va dès lors très vite se méfier de ce mouvement ouvrier qui, quant à lui, n'entend pas s'en laisser compter. Et donc la dynamique de ce rassemblement populaire devenu Front populaire, c'est, et là aussi ça nous fait réfléchir vraiment à la situation actuelle, c'est une articulation entre une victoire électorale qui a été vraiment présentée comme justement une manière de lutter contre le danger des ligues soit fascistes, soit fascisantes, soit factieuses, soit antiparlementaires, et puis une grève générale, enfin une grève généralisée avec quelques 2 millions de personnes en grève, et là où il faut vraiment travailler beaucoup sur ce qu'est cette période, ce Front populaire, voir beaucoup d'archives, beaucoup de sources. En fait, ce qu'on peut en saisir de tout ce foisonnement d'archives, c'est que l'objectif du nouveau gouvernement qui est constitué en juin 1936, c'est de ranimer l'économie. C'est de faire repartir l'économie telle qu'elle est. Et donc je vous en donne quelques aspects parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre l'année 39 et les analogies possibles avec la situation présente si on n'a pas à l'esprit justement ce qu'a été cette dynamique contradictoire, complexe, on pourrait même dire avec un mot un peu lourd, dialectique, voilà, avec des oppositions, des contradictions à éventuellement surmonter, mais qui sont très compliquées. Si on n'a pas en tête donc ce qu'a été cette complexité. Puisque c'est le paradoxe finalement de cette période, quand le gouvernement de Léon Blum, composé donc essentiellement de socialistes et de radicaux, de ministres socialistes et radicaux, le Parti communiste restant plutôt en observateur, en soutien à ce gouvernement, eh bien, ce paradoxe, c'est qu'il y a donc une grève, comme vous le savez, avec des occupations, ce qui est inédit en France, mais c'est ce qu'on avait déjà trouvé en Italie, justement, lors du Biennio Rosso, donc dans les années rouges de 1919 et 1920, avec aussi des occupations, avec des révoltes paysannes, et cette idée que finalement les grèves, alors elles peuvent partir d'ailleurs pour des raisons circonstancielles à tel ou tel endroit, ça commence dans l'aéronautique, au Havre, chez la TECOR, etc. Mais en fait, la conception de cette mobilisation, c'est un affrontement direct avec le patronat, mais c'est aussi une manière d'encourager le gouvernement pour lui donner, le nouveau gouvernement de Front populaire, pour lui donner de la force, pour lui donner justement une capacité d'être dans un rapport de force favorable, pour faire céder les employeurs, le patronat sur une série de mesures, et c'est dans et par cette grève que les grandes conquêtes qu'on a l'habitude de citer évidemment et qui sont très importantes du Front populaire ont été actées. Donc en particulier la diminution du temps de travail à 40 heures, on était plutôt à 48, 50 heures en moyenne, voire donc davantage, puisqu'il s'agit d'une moyenne, et puis les congés payés. Et donc on peut se rappeler que ni l'une ni l'autre de ces mesures ne figuraient au programme du Rassemblement populaire. C'est très important parce que pour nous aujourd'hui, ça signifie que
en tout cas, là, ce qu'on a très bien vu dans ce moment, c'est que c'est dans et par la lutte sociale, dans et par l'auto-organisation extrêmement puissante de ce mouvement ouvrier au sens large. Hein. Il n'y avait pas que des prolétaires des usines, hein, il y avait aussi, par exemple, beaucoup d'employés des grands magasins, et notamment beaucoup de femmes. Voilà, c'est comme ça que ces mesures ont pu être arrachées. Mais ce qu'on peut voir quand on examine vraiment les archives très diverses, et notamment à l'échelle locale, à l'échelle départementale, c'est qu'il y a une grande résistance patronale à appliquer ces mesures. Et y compris même les congés payés. Voilà, c'est extrêmement compliqué, ça ne s'applique pas comme ça d'un claquement de doigts. Et plus encore, cette fameuse loi des 40 heures qui est extrêmement contestée. Et donc, il y a tout de suite des déceptions par rapport à cette difficulté à appliquer réellement la loi. Et ce qu'on sait pas très bien en général, c'est que les grèves se poursuivront tout au long de la période, y compris jusqu'à la veille de 1939. Des grèves déterminées avec l'habitude finalement des occupations, des lieux de travail pour instaurer ce rapport de force. Et là où je veux pointer ce paradoxe, parce que je crois qu'il nous fait vraiment réfléchir aujourd'hui, c'est que le gouvernement Blum ne veut pas de ces grèves. Alors, pourquoi il ne veut pas de ces grèves, alors même que les socialistes avaient salué le mouvement gréviste en mai, avant de prendre le pouvoir, l'avait salué lors de son congrès, hein, le Parti socialiste. Finalement, à partir du moment où ces socialistes sont au pouvoir, ils veulent que les grèves s'arrêtent. Et c'est très intéressant de lire Blum dans le détail, quasiment au jour le jour, voire heure par heure, qui lui dit, en fait, il faut rétablir l'ordre. Alors, ça peut vous paraître un peu déplacé de dire ça, mais c'est le mot-clé, c'est l'ordre. Il faut revenir à l'ordre, il faut que les grèves cessent. Alors, par différents moyens, hein. D'abord les accords Matignon, justement, qui permettent d'accorder ces mesures, déjà citées, et puis éventuellement par la répression. Et ça, c'est pareil, on ne l'a pas forcément bien à l'esprit, mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Salengro, et puis celui qui lui succédera après la mort tragique par suicide de Salengro en novembre 1936, ont quand même pour objectif de faire cesser les grèves par tous les moyens. Salengro va aller devant le Sénat le 7 juillet 1936 pour dire, ben voilà, on en est là, je vous promets, hein, les sénateurs sont particulièrement conservateurs, je vous promets que les grèves vont cesser, coûte que coûte, et elles vont cesser notamment parce qu'on va déloger les grévistes, qu'on va utiliser la répression, au besoin la menace de la force armée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a vraiment besoin que la production soit relancée, que l'économie soit ranimée, y compris avec cet autre paradoxe que j'essaie d'aborder brièvement, mais voilà, cette période, elle est vraiment très riche, et je crois qu'encore une fois, elle nous fait vraiment penser pour aujourd'hui. Hein. La politique économique qui est menée très vite par le gouvernement, que je vais appeler ici Blum-Auriol, puisque Vincent Auriol, socialiste, est ministre des Finances, alors j'ai pu avoir accès à toutes leurs correspondances, toutes leurs archives, etc. C'est une situation presque dramatique pour eux, parce qu'ils sont socialistes, ils sont anticapitalistes, ils sont en tout cas d'une gauche vraiment progressiste, émancipatrice, qui entend briser justement avec une logique d'exploitation. Et d'un autre côté, ils estiment qu'en attendant qu'un système plus émancipé voit le jour, il faut mener une politique libérale. Et ils l'assument, et ils le disent, d'ailleurs, ils le disent d'abord entre eux, et puis ensuite ils le diront publiquement. Une politique libérale, qu'est-ce à dire ? En fait, il faut... Leur grand enjeu, c'est de ramener les capitaux en France, les ramener, permettre que les capitaux qui sont soit thésaurisés, soit surtout qui se sont évadés, mais depuis des années, hein, pas depuis uniquement le début du Front populaire, eh bien, reviennent en France. Et donc, pour ça, il faut les persuader. Il faut vraiment convaincre les porteurs de capitaux d'investir leur argent en France. Et donc, il y a d'ailleurs tout un débat, une tension même, entre deux socialistes, Vincent Auriol, ministre des Finances, et Émile Labeyrie, qui est le gouverneur de la Banque de France.
Et c'est assez paradoxal là aussi, mais ces paradoxes sont vraiment intéressants et stimulants pour réfléchir à aujourd'hui. Émile Labeyrie dit, en fait, on ne peut pas continuer une politique comme ça qui consiste à laisser les capitaux s'échapper du pays et appauvrir la nation. Donc lui, il est pour un contrôle d'échange très ferme et puis aussi une sorte de pôle public bancaire pour contrôler les mouvements de capitaux, contrôler les banques. Et comme il y avait déjà eu beaucoup de renoncements sur les nationalisations, hein, le programme de rassemblement populaire, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, ne proposait aucune forme de nationalisation, donc pas de maîtrise, pas de souveraineté de la puissance publique sur des pans entiers de l'économie. Ben voilà, qu'est-ce qui restait? Pas grand-chose. Et donc en fait, Auriol, lui, comme Blum, qui soutient son ministre des Finances, qui est aussi son ami, vont dire non, mais en fait, il faut plutôt utiliser la politique de la persuasion. La politique de la persuasion, c'est-à-dire, voilà, on peut donner des avantages aux capitalistes qui décideront de revenir en France et d'investir leur argent en France. Et comme je le disais par ailleurs, comme il y a vraiment une volonté de faire cesser les grèves, la conflictualité sociale, il y a une loi qu'en général on ne connaît pas très bien et qui paraît là aussi un peu en tension par rapport à ce qu'on estime être le Front populaire. C'est une loi de décembre 1936, qui est une loi qui prescrit et même oblige à en passer par l'arbitrage, ce qui est appelé l'arbitrage, la conciliation, qui deviennent obligatoires avant toute grève. Donc le but, comme je vous le dis, c'est vraiment d'empêcher les grèves, coûte que coûte. Alors il faut avoir recours à d'abord un arbitre qui va statuer sur le conflit entre le patronat et les salariés, donc conciliation, arbitrage. Si ces arbitres rendent une sentence qui ne convient pas à l'une ou l'autre des deux parties, eh bien il faudra avoir recours à un surarbitre. Ce qui fait qu'on ne peut plus faire grève avec la spontanéité qui pouvait exister auparavant. Et donc il va y avoir quand même, et c'est là que j'en viens à la question vraiment présente, actuelle, il va y avoir une sorte de méfiance finalement qui va s'installer et qui est une méfiance très complexe et que moi je vois comme douloureuse déjà à l'époque, parce que c'est douloureux pour des socialistes que d'avoir mené à leurs yeux cette politique-là, cette politique justement de mise à distance, voire de méfiance à l'égard du mouvement ouvrier. Et puis c'est douloureux aussi pour aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être lucide sur cette période pour ne pas mythifier le Front populaire et pour qu'il nous aide en fait à y voir plus clair pour aujourd'hui. Donc ce qui est en fait l'année, avec Michael Fussell, la citation, on parlait de 1938 et donc nous on réfléchit aussi à 1939 ici, mais comment on est arrivé à un gouvernement Daladier entre justement le printemps 1938 et 1939 qui va remettre en cause toutes les lois qui avaient été conquises par aidant la grève donc en juin 1936. Ceci parce que ça s'était déjà effiloché tout au long de la période précédente. Il y avait eu vraiment beaucoup de remises en cause des 40 heures, beaucoup d'assouplissement ici ou là. Et au nom de quoi? Au nom notamment de la défense nationale. La question de la défense nationale est vraiment défendue par les ministres socialistes, Léon Blum au premier chef, hein, dans tous les sens du terme, puisqu'il est chef du gouvernement à 2 reprises à ce moment-là. Et il va dire, voilà, en fait, on n'a plus le choix, il faut vraiment réarmer la France, il faut donc de la discipline, et comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment de l'ordre, donc il faut ce retour à une productivité, à une rentabilité qui passe notamment par un réarmement, donc insister sur l'industrialisation en matière d'armement, sur la compétitivité, et sur l'efficacité de ces armements. Donc finalement, Édouard Daladier, qui va être le chef du gouvernement, le président du Conseil, à partir d'avril 1938 jusqu'à notre fameuse année 1939, qui est un radical, ça vaut la peine de s'interroger sur sa place extrêmement complexe, parce que d'un côté, Édouard Daladier, c'était un homme de plutôt la gauche du Parti radical, qui avait justement dans son propre parti défendu l'idée qu'il fallait faire un front populaire, qu'il ne fallait pas s'allier
avec les droites républicaines, comme le Parti radical l'avait fait plusieurs fois au cours des années 20 et plus précisément encore la première moitié des années 30. Il avait dit non, il faut vraiment aller sur la gauche, rassemblement populaire. C'est lui d'ailleurs qui avait forgé l'expression bien connue de 200 familles pour évoquer justement les plus grandes fortunes et puis surtout, en l'occurrence, les plus grands actionnaires de la Banque de France. Et c'est ce même Daladier qui va évoluer. Est-ce que c'est vraiment une évolution? Enfin, c'est pour ça que je vous ai rappelé que c'est un peu comme s'il y avait un vice de forme au départ. Il va considérer, et son parti avec lui, qu'on est allé trop loin et que précisément il y avait eu ces grèves qui faisaient peur, évidemment. Il y a l'Espagne, il y a la guerre d'Espagne, et ce qui est aussi pas seulement une guerre civile, mais une véritable révolution en Espagne, où une partie, notamment en Catalogne, de ce mouvement qui est notamment libertaire, anarchiste, mais pas que, il y a aussi des socialistes et des communistes, vont mettre en cause justement le système dont on a parlé, c'est-à-dire la propriété. Ils vont procéder à des socialisations de terres, à des collectivisations, à des formes de nationalisation. Et donc tout ça, ça ne convient pas du tout à cette partie de la gauche qui est le Parti radical. Mais on peut considérer d'ailleurs que finalement, les gouvernements de Front populaire ont eu très peur de ça. Donc s'il y a eu une décision de non-intervention en Espagne, c'est-à-dire on n'envoie pas d'armement, globalement, et on passe une espèce de pacte international à l'échelle européenne autour des accords de Londres pour dire, tous les pays européens engagés dans ce pacte n'interviendront pas. Ils resteront neutres. Précisément, Léon Blum dit, moi je ne crois pas à cette notion de neutralité, mais en tout cas non-intervention. En fait, très vite, on s'aperçoit que c'est une hypocrisie dans les termes, puisque l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste vont intervenir très largement en Espagne, non seulement en termes d'armement pour soutenir les franquistes, mais même ensuite être directement impliqués militairement. Mais il faut se rendre compte que d'un côté, il y avait vraiment la peur. Et c'est horrible comme situation, vraiment la situation a été horrible, la peur d'une nouvelle guerre mondiale, et donc ça peut expliquer très largement l'argumentation pour dire non-intervention en Espagne, ce que les communistes, quant à eux, récusaient, et ils vont faire les brigades internationales, mais il y a aussi vraiment la peur de la contagion révolutionnaire. Donc on se trouve en 1939 avec, dans une année, l'année évidemment de tous les dangers, mais une année de recul au rouleau compresseur de tous les droits sociaux qui avaient été notamment arrachés par ces mouvements. Année 1939 qui est précédée par une journée le 30 novembre 1938 qui est une journée appelée par la CGT une journée de grève. Le but c'est de faire une grève générale pour justement essayer de préserver les conquêtes sociales de juin 1936 et cette journée de grève va être balayée par une répression terrible, avec beaucoup de licenciements, de mises à pied, notamment une répression antisyndicale. Mais tous les ministres sont d'accord avec cela. Qu'il s'agisse d'un ministre socialiste comme Marx Dormoy, on le voit aussi vraiment dans les archives, qu'il s'agisse aussi de Jean Zay. Alors Jean Zay, c'était le ministre de l'Éducation nationale notamment, qui a apporté beaucoup en termes de démocratisation de l'école. Mais Jean Zay, on le voit, le 30 novembre 1938, quand on regarde ses archives, il dit il ne faut surtout pas d'enseignants en grève. Donc en fait, il y a comme une sorte de consensus sur l'idée que il faut un ordre social, un ordre économique, un réarmement, bien sûr, pour la défense nationale. Et on est déjà convaincu qu'il y aura la guerre, même s'il y a eu les accords de Munich, pour, en quelque sorte, temporiser, pour se donner un répit face à l'agressivité nazie. Alors, je vais terminer sur aujourd'hui. Pourquoi tout ça peut éventuellement nous parler ? Moi, je pense que c'est quand même important, en effet, de ne pas vivre avec des mythes, de ne pas vivre avec des légendes. Il vaut mieux être lucide, il vaut mieux regarder cette histoire de près pour qu'elle nous inspire, elle nous enseigne. Je ne dis pas du tout qu'elle nous donne des leçons, pas du tout, je ne crois pas du tout aux leçons de l'histoire. Mais en revanche, on peut puiser, comme je disais, dans ce trésor de l'histoire pour essayer d'agir aujourd'hui. Le premier aspect dans cette conclusion, c'est justement ce rapport entre la fascisation, l'extrême droitisation et un système économique et social. Voilà. Donc là, on va pouvoir éventuellement en discuter. Dans quelle mesure l'extrême droitisation actuelle, qui est évidemment très internationale, est liée à un certain état
de l'économie mondiale, avec, à mes yeux, donc c'est une proposition d'interprétation que je vous fais, mais avec justement un système qui a besoin pour continuer à se reproduire dans une situation où il est aussi contesté et où ce capitalisme est aussi de plus en plus contesté, il a besoin justement de gouvernements bien plus autoritaires qui, on l'a vu en Inde, on n'avait jamais vu une grève générale aussi gigantesquissime en Inde, et on a un gouvernement qui est clairement d'extrême droite avec Modi, et c'est vraiment l'idée de mettre une chape de plomb sur ces mouvements sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Et moi, j'ai l'impression que cette analyse-là, on l'a un petit peu perdue. On l'a un petit peu perdu de vue avec tout simplement une sorte de déliquescence de l'appréciation matérialiste, voire marxiste, mais on n'a pas besoin d'être marxiste pour avoir cette appréciation-là. Et donc c'est un élément que je soumets à la discussion. Le deuxième élément, et je pense qu'il n'y en aura que 3, et après on pourra vraiment, après l'intervention de Jean, en débattre. Le deuxième élément, c'est le rapport aux luttes sociales. Parce que, comme j'ai essayé de vous le montrer en quelques minutes, et donc c'est forcément à la serpe, et il faudrait beaucoup plus de temps pour le montrer très finement, très subtilement, avec beaucoup d'exemples, mais ce gouvernement de gauche, Front Populaire, n'a pas eu confiance dans l'idée que les luttes sociales allaient l'aider à mettre en place une politique sociale, de justice. Il a estimé qu'il fallait... il fallait le calme. Il fallait le calme social et qu'il fallait faire partir la machine. Et donc ça, c'est un questionnement. Moi, je crois, à l'inverse, que justement pour instaurer un rapport de force vraiment très important vis-à-vis de systèmes autoritaires, de ce qu'on a appelé avec Hugo Paletta dans ce livre un autoritarisme du capital. Et je ne parle pas que de l'extrême droite. L'extrême droite, on le voit de plus en plus. Encore l'Humanité, cette semaine, a établi par une enquête, mais on commence vraiment à bien le savoir, qu'une grande partie du patronat se rallie désormais au Rassemblement national. On ne le voit pas seulement avec les immenses fortunes de Bolloré ou de Sterrin, etc., qui veulent absolument faire gagner l'extrême droite dès l'année prochaine au municipal et puis ensuite à la présidentielle, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large que cette alliance entre le patronat et l'extrême droite, parce qu'en fait, quand on regarde de près, et là aussi, il faudrait pouvoir en faire la démonstration, mais je vous en cite juste 3 exemples. Quand on regarde de près le programme du RN, c'est un programme qui favorise et les plus riches et les grandes sociétés. Voilà, les grandes sociétés. Exemple, non seulement le RN est contre le rétablissement de l'ISF, de l'impôt sur la fortune, qu'a abrogé Emmanuel Macron dès son arrivée au pouvoir en 2017, mais il veut établir une autre abolition en termes fiscaux, c'est-à-dire supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Autre chose, il s'agit dans son programme d'exonérer encore davantage notamment les grandes sociétés de ce qu'il appelle les charges sociales. Donc, à gauche, on a plutôt tendance à appeler les cotisations sociales. Donc c'est une manière de remettre en cause la sécurité sociale. Et puis le troisième exemple qu'on pourrait donner, c'est justement que, y compris d'autres impôts, par exemple l'impôt sur les sociétés, soient abolis, notamment pour les moins de 30 ans. Bon, enfin, ce sont des mesures, on pourrait vraiment les démultiplier, qui nous montrent l'alliance étroite entre un certain mode de fonctionnement économique et l'extrême droite, et ça on le voit partout, évidemment on le voit avec Trump, mais on le voit dans bien des endroits. Donc la question c'est, y compris face à la porosité qu'il y a entre une droite dure, l'extrême droite, etc., est-ce qu'on a besoin ou pas de lutte sociale? Et moi je crois que oui. Et que donc il faut avoir confiance dans cette capacité à l'auto-organisation par le mouvement social. Et le troisième point, c'est l'alliance de la gauche. Comme j'ai essayé de le dire là aussi très rapidement, mais Jean va pouvoir apporter des nuances et d'autres éclairages. Tu crois ? Oui, j'en doute pas. En fait, comme je le disais, la question c'est que l'alliance de Rassemblement populaire était une alliance très conjoncturelle, très circonstancielle, sur une matrice qui était très importante, très cruciale à l'époque, comme je vous l'ai dit, c'est l'antifascisme, mais il y avait d'énormes divergences
de programmes. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas eu de nationalisation, hormis dans l'armement justement, et puis la SNCF qui n'est pas vraiment une nationalisation parce que c'est une société d'économie mixte, hein, donc public-privé, mais précisément parce que les radicaux ne voulaient absolument pas en entendre parler. Donc bon, ça c'est un exemple, mais voilà. Et donc surtout, il n'y a pas non plus la même vision de ce qu'est le syndicalisme, les mouvements ouvriers, les grèves, etc. Et donc, d'une part, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à cette question de l'alliance. Il me semble que l'alliance à gauche, elle est évidemment absolument indispensable et qu'au vu de la gravité de la situation historique qu'on est en train de traverser, je dis historique au sens où elle est vraiment historique, on n'a plus le droit des querelles de chapelle, franchement. Le spectacle qui parfois nous est donné avec des querelles politiciennes et d'ego quand même, on n'a plus le droit, on ne peut plus se le permettre. En fait, la situation est vraiment trop grave et j'ai comme l'impression que c'est comme si on ne la mesurait pas encore assez dans sa gravité. C'est pour ça que j'ai commencé par ce point sur l'analyse du fascisme à l'époque du Rassemblement populaire, parce que je crois qu'on a perdu de vue à quel point c'était grave. Voilà. Mais, et donc, je pense notamment qu'il faut beaucoup plus de solidarité au sein des gauches. Je pense aux gauches de partis politiques, mais la gauche, ça va évidemment bien au-delà des organisations partidaires, hein, des partis politiques. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas à la France Insoumise, mais je suis écœurée par le déversoir médiatique et politicien contre la France Insoumise. Je suis vraiment écœurée, avec, je trouve, beaucoup d'infamie sur la manière dont cette force de gauche est traitée. Et bien sûr qu'en fait, ça rappelle vraiment une formule qui a été employée par le PC dans les années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. C'est une formule qui vient d'abord d'Emmanuel Mounier, un philosophe, qui disait... En fait, dans la bourgeoisie qui a une admiration pour les grandes parades hitlériennes et qui y voit vraiment un moyen de lutter contre les rouges, plutôt Hitler que Blum. C'était ça la formule exacte au départ. Donc, en fait, cette alliance, elle est vraiment fondamentale et je pense qu'il faut en effet beaucoup plus de solidarité. Moi, je ne suis pas étonnée que ce soit la France Insoumise qui focalise à ce point le déversoir, y compris quand, par exemple, la France Insoumise a été accusée, y compris par Emmanuel Macron, d'être le premier parti antisémite de France. C'est gravissime. On peut avoir beaucoup de divergences avec la France Insoumise, autant qu'on veut, mais pas ça. Et donc là, il faudrait vraiment être solide sur ses appuis pour dire non, ça c'est intolérable. Il y a des choses qui sont vraiment intolérables. Ça c'est une chose. Et deuxième chose qui est liée sur ce troisième point sur l'alliance de gauche, je crois quand même aussi qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Parce qu'une alliance bancale, dès le départ, avec une partie de gauche qui a déjà gouverné et qui a plutôt appliqué une politique de droite, ça ne peut pas marcher. Et sans être fataliste, sans être, vous savez, on parle de téléologie. La téléologie, c'est quand en fait ça va se réaliser nécessairement, c'est ça l'objectif de l'histoire. Je ne suis pas téléologique du tout, je n'ai pas une approche téléologique, donc je ne veux pas non plus être fataliste, mais je crois vraiment que le Front populaire nous le montre. À partir du moment où il y a de la déception, à partir du moment où finalement la crise s'approfondit, eh bien, voilà, c'est laisser un boulevard au fascisme et c'est vraiment ça que nous avons à toute force besoin d'éviter. Merci Ludivine. Jean, je vais te poser un peu la même question. Hein, quelle est ton approche de la comparaison entre la période post-Front populaire 36-39 et celle d'aujourd'hui? Alors d'abord, bonsoir et merci pour l'invitation. D'autre part, on va essayer de... Oui, je vais le rapprocher, pardon. On va essayer d'apporter un autre éclairage que celui de Ludivine, même si je partage beaucoup de choses. Elle a dit qu'on aurait un débat. Bien sûr, on aura un débat parce qu'il y a peut-être des éléments sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, et c'est tant mieux, parce que le but, c'est pas d'avoir une vision qui serait partout la même et un discours monolithique. Parce qu'il y a quelque chose qui me manque, moi, dans ton exposé, mais c'est parce que c'est un choix et c'est très bien, c'est quand même l'ombre portée de la guerre. Qu'on le veuille ou non, on est marqué dans ces années 30 par l'ombre portée de la Première Guerre mondiale. On est marqué par ces monuments aux morts. Quand on se promène dans nos villages encore aujourd'hui, vous avez cette saignée de 14-18 qui est là et qui est présentée. Donc ça a créé
dans l'opinion publique un pacifisme très fort, la der des der, comme on disait au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qui a marqué aussi ce pacifisme le mouvement ouvrier. Et que de ce point de vue-là, l'horizon et l'ombre portée de la guerre dans les années 20, les années 30, et bien sûr, on va se rapprocher de 38-39, puisque c'est ça la question, 38-39, on ne peut pas penser les enjeux et les logiques. Alors, je suis entièrement d'accord sur la logique économique, matérialiste, tout ce que tu as dit, la crise du capitalisme et tous ces enjeux, je le partage à 200%, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a cette ombre portée de la guerre et du danger de la guerre. Parce que le fascisme, c'est la guerre. Parce que le fascisme, pour se régénérer, pour créer un homme nouveau, pour se dépasser, etc., met en œuvre une politique guerrière. Non seulement par la remilitarisation qui est celle de l'Allemagne dès que Hitler arrive au pouvoir et que les démocraties, de ce point de vue-là, ont failli, n'ont rien fait, n'ont jamais répondu, n'ont pas fait respecter de fait le traité de Versailles au moment du réarmement de l'Allemagne, mais surtout parce que l'Italie fasciste, au même moment, met en œuvre une politique coloniale ou néo-impérialiste pour aller conquérir l'Éthiopie. Bon, vous connaissez ça mieux que nous. Et donc, de ce point de vue-là, le programme du Front populaire, qui était basé sur pain, paix, liberté, il y avait 3 mots, c'était pas grand-chose, et tu l'as dit, on va beaucoup plus loin que le programme grâce à un mouvement social, et ça c'est important, j'y reviendrai dans un instant de ce point de vue-là, mais l'angle d'attaque que je voulais dire, c'est qu'il y a tous les enjeux de la guerre. Et effectivement, Blum est confronté, une fois qu'il arrive au pouvoir, et ça c'est bien dans ses archives, c'est bien dans ses courriers, parce que ces archives qui avaient été saisies par les Allemands en 1940, il ne faut jamais perdre de vue qu'on avait toute une partie de nos archives qui n'étaient plus dans notre pays, qui avaient été saisies en 1940 par les Allemands, les archives spoliées, je renvoie à Sophie Curé ce qu'elle avait fait, une collègue historienne, et puis ensuite les soviétiques les avaient récupérées à la fin de l'Allemagne nazie. Donc on avait les archives de Blum, les archives de la CGT, de la Ligue des droits de l'homme, de certains partis politiques, et puis de personnalités politiques comme celle de Blum, qui avait été congelée, on va dire, à Moscou jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est. Et elles sont revenues en France que dans les années 90 et 2000, et maintenant on peut les constituer, les consulter, et en particulier celles des renseignements généraux, de la surveillance qu'on avait des années 30 qui nous manquaient. Mais dans les archives Blum, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce qui se joue en Espagne, par rapport à ce qui se joue effectivement au coup de force fasciste de Franco face au gouvernement de Front populaire? Eh bien, la contradiction, et là, oui, on est au cœur des contradictions. Et comment on gère ces contradictions et comment on surmonte ces contradictions? La contradiction, c'est de dire, j'ai été élu sur un programme de paix et on me demande de faire la guerre. Voilà, et ça peut-être, alors là, je n'ai pas de jugement à donner, moi, je n'ai pas de logique morale, éthique, etc. J'essaye d'expliquer, j'essaye de comprendre. En revanche, il est clair que d'aucuns vont dire non, c'est pas possible, certes on est antifasciste, mais il faut aller jusqu'au bout, il faut combattre. Donc certains vont partir combattre en Espagne, certains vont faire les brigades internationales. N'oublions pas, c'est à peu près sur 30 000 brigadistes, il y a plus de 10 000 Français qui partent combattre en Espagne. Et puis c'est pas tous des communistes, il y a aussi des socialistes, c'est pas si simple, des syndicalistes, ils ne sont pas tous jeunes, exaltés, c'est souvent des pères de famille, plus de 30 ans. Bon. Mais ça participe aussi de cette histoire, quand je dis qu'il ne faut pas perdre de vue un enjeu qui est celui de la guerre et de la paix, et comment on réagit face à guerre et paix sur cette période, eh bien c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a en ce moment. La guerre, elle est là, elle est présente, qu'on le veuille ou non. En Palestine, je suis désolé, il y a une guerre, et donc il faut appeler et nommer les choses. En Ukraine, il y a une guerre, il faut appeler et nommer les choses. Et on pourrait encore prendre plein d'autres endroits dans le monde où on a, soi-disant, des petites guerres. Mais non, mais c'est des formes de guerre, et les logiques, effectivement, aujourd'hui, sont celles, on a vu ces jours-ci, la logique, il faut se réarmer, il faut être prêt à faire la guerre, il faut ceci, il faut cela. En quelque sorte, nous faisant à l'envers le reproche des années 30, on a été trop pacifiste par rapport à Hitler, on a été trop, etc. Et donc, par conséquent, il faudrait... Je vais peut-être dans ton sens en disant ça si tu veux, mais c'était une dimension qui, moi, me semblait fondamentale, parce que 38, c'est quand même les accords de Munich.
On a laissé les mains libres totales à Hitler et faire ce qu'il voulait en Europe orientale, centrale et orientale. Après l'Anschluss, mais là c'était la Tchécoslovaquie, le seul îlot démocratique qui restait de l'entre-deux-guerres, de l'effondrement des empires au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le seul îlot démocratique qui restait, c'était la Tchécoslovaquie, et on la livre à Hitler. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que... Mais c'est plus le Front populaire, bon sang. Il y a eu un tournant. Le Parti radical, et là c'est la divergence que j'ai avec toi, le Parti radical, il a tourné le dos au Front populaire quand il se rallie avec la droite et qui fait tomber la gauche de Front populaire. Alors peut-être que je mythifie, j'ai bien compris ce que tu envoyais comme message, mais quand même pour moi il y a un changement radical de ce point de vue-là, c'est que le Parti radical, qui est le parti pivot de la Troisième République, comme les sénateurs qui étaient majoritairement radicaux, s'opposaient au Front populaire. Et tu l'as clairement dit, face à l'occupation des usines, c'était une violation de la propriété privée. Et comme la propriété privée est sacrée pour eux, et c'est un des éléments de la Révolution française, du Code civil et de tout le reste de cet héritage que l'on a, ils s'opposaient fortement à ces occupations d'usines. Et que ces sénateurs radicaux ont été les plus durs avec le gouvernement de Blum sur plein de choses. On pourrait reprendre aussi tous les enjeux liés autour de la fiscalité, liés autour de la relance économique, etc. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais aller. Je reste sur mon enjeu de paix et de rapport de force et des radicaux. Ces radicaux, comme ils basculent et gouvernent avec la droite, ils font tomber le Front populaire en avril-mai 1938 et vont découdre, ça tu l'as dit, tout ce qui avait été les acquis jusqu'à, bien sûr, ces enjeux de décret-loi, je ne reviens pas là-dessus, et même sur certains qui remettent en cause l'un des principes aussi de la période, qui était celle d'accueillir les étrangers, les exilés, ceux qui fuyaient les régimes autoritaires, fascistes, les pogroms, etc., en Europe centrale et orientale, que le Front populaire avait été une terre d'asile, d'accueil. Il ne faut pas croire qu'à partir de 1937 seulement, on dit voilà, il y a eu ça et ça. Non, non, non. Il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé en 1935, 1936, d'Allemagne en particulier. Donc voilà, ça c'est des petites choses sur lesquelles on peut peut-être avoir débat, ou on peut au moins avoir, me semble-t-il, non pas des divergences, parce qu'il y a une approche, on est entièrement d'accord sur comment on conçoit, en fin de compte, les enjeux de cette alliance. Mais cette alliance, qui naît entre février 1934 et, on va dire, jusqu'au 14 juillet 1935, ce qui est lié à ce printemps des comités où ont un rôle important, pas simplement les partis politiques, pas simplement la SFIO et le PCF, mais aussi la CGT, la CGTU, la Ligue des droits de l'homme, bref, tout ce que tu as montré, qu'il n'y avait pas simplement des partis politiques, mais qu'il y avait un mouvement associatif. On a plus de 90 organisations qui vont forger ce qu'on appelle le Rassemblement populaire, avec un lieu qui est fondamental, c'est celui de la Ligue des droits de l'homme, qui est le lieu où tout le monde se retrouve. Et pourquoi la Ligue des droits de l'homme? Parce que l'analyse politique qui est faite, c'est celle, en fin de compte, que la République est en danger face au fascisme. Alors, le 6 février 1934, tout ce qui se joue aussi à l'étranger, l'ombre de choc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, alors que l'Allemagne était considérée comme un pays développé, un pays où la gauche était forte, aussi bien social-démocratie, aussi bien KPD, mais le mouvement ouvrier, syndical, etc., s'effondre, et tu l'as très clairement dit, très vite, parce que les premiers camps de concentration, c'est pour eux, et donc c'est pour le mouvement ouvrier, et donc par conséquent, cet effondrement de l'Allemagne est un choc. Et donc l'onde de choc, et les logiques et les suites du 6 février 1934 disent, il faut qu'on s'unisse. Et c'est le vieux réflexe. Alors, est-ce que c'est un mythe? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même un réflexe politique qui existe en France, c'est la patrie en danger. C'est la patrie en danger telle qu'on l'avait en 1792-1793, c'est la patrie en danger qu'on avait en 1870-71, c'est aussi la patrie en danger, c'est les paradoxes, oui, de 14-18 et l'Union sacrée, etc. Mais il y a tous ces enjeux qui participent en quelque sorte à ce rassemblement, à cette unité. Alors, chacun, peut-être, pousse en son sens, à sa manière de penser cette unité, de penser cette patrie en danger, mais c'est quelque chose qui marque durablement les esprits. Et pour moi, ce n'est pas un hasard que beaucoup de choses se jouent à la Ligue des droits de l'homme,
puisque c'est elle qui avait été fondée au moment, bien sûr, de l'affaire Dreyfus et au moment d'une redéfinition, alors qu'on soit d'accord ou pas, mais du modèle républicain. Donc, premier décalage, les enjeux de guerre, les enjeux de pacifisme, les enjeux par rapport à ça, et qui nous ramènent à des questions ultra présentes aujourd'hui. Que faire? Une vieille question. Et puis, autre question sur comment on envisage la manière de gouverner. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus, c'est que la victoire électorale, bon, elle n'est pas si forte que ça, du Front populaire. C'est simplement parce que les radicaux, ils ont choisi de se mettre dans l'alliance de Rassemblement populaire. Ce qui change, oui, c'est la poussée du PC, c'est le fait que la SFIO soit pour la première fois devant les radicaux, et que ça permet à Léon Blum de faire son gouvernement. Mais pour installer son gouvernement et instaurer son gouvernement, il va le faire le plus tard possible, il va prendre des conseils. Est-ce que tu montres bien, est-ce que tu dis bien les contradictions entre... Enfin, c'est des choses qu'on connaît entre la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire est-ce qu'on instaure le socialisme ou est-ce qu'on s'inscrit dans les institutions? Et ça, c'est peut-être aussi une des questions qui est celle d'aujourd'hui. Est-ce que les institutions de la Ve République ne seraient pas aussi, dans leur conception, nées de la guerre d'Algérie, nées pendant la guerre d'Algérie, faites par un homme, etc., et dans une logique, ne sont-elles pas dépassées et nous invitent à penser et à repenser une constitution, une constituante, quelque chose qui soit porté effectivement par les citoyennes et les citoyens. Mais en tout cas, pris dans cette logique de respect des institutions, Léon Blum va... Il faut reprendre sa déclaration de politique générale le 6 juin 1936, le moment où il est investi. En fin de compte, on a le cadre qui est donné. Et le cadre, oui, tu as raison, ce n'est pas de bouleverser le système capitaliste, c'est de relancer, oui, bien sûr, les enjeux de l'économie, etc. Mais dans ce discours, alors bon, on ne va pas revenir sur les attaques de l'extrême droite, pour la première fois, ce vieux pays gaulois sera gouverné par un juif, voilà, etc., etc. Mais ce qui est fortement présent dans cette logique, c'est la volonté d'aller vite. On change le calendrier. Pour la première fois, on a des lois cadres. Pour la première fois, l'État se met au cœur de la négociation avec le mouvement ouvrier, les grèves, etc. Alors qu'auparavant, l'État était celui de la répression, était celui qui envoyait la troupe contre les grévistes, etc. Eh bien, l'idée, il a investi le 6 juin, dans la nuit du 7 au 8 juin, les ministres concernés, oui, ministre de l'Intérieur, oui, ministre du Travail, etc., mais les deux forces, on va dire, syndicales, la CGT pour le mouvement ouvrier et la Confédération générale de la production française pour le patronat, sont réunies et débouchent sur les accords Matignon. Alors, on peut en penser ce que l'on veut de ça, mais la rapidité avec laquelle c'est fait, alors tu vas me dire, c'est peut-être pour éviter de connaître une révolution et d'aller plus loin, etc. Mais quand même, il y a un changement important que sont ces accords Matignon. Et tu as entièrement raison de rappeler, ce n'est pas un claquement de doigts, parce qu'après, il faut qu'ils soient acceptés dans chaque département. Et c'est pour ça qu'on va voir, dans chaque département, et en travaillant sur les archives locales, on va voir les députés souvent nouvellement élus du Front populaire aller à la préfecture et mettre en œuvre la mise en œuvre de ces accords Matignon localement. Et d'emblée, et ça oui, c'est certain, il y a une résistance patronale. Il y a certes une acceptation au niveau national, mais localement, et en plus dans certaines branches, je pense à ce qui sera la métallurgie, l'UIMM en particulier, et les archives, elles sont ici au Creusot, vous pouvez aller les voir du côté de l'Académie François Bourdon, eh bien comment ils vont organiser la résistance, la revanche patronale, et qu'on va avoir une revanche très dure, revanche qui n'est pas simplement celle de demander à des ouvriers qui ont fait grève en août 1936 pour retourner dans leur usine, et je pense là, en pleine de Saône, ici, vous pouvez les retrouver aux archives départementales de Côte d'Or, ces lettres qui étaient toutes prêtes. Monsieur le patron, je tiens à m'excuser, j'ai fait grève, mais pour pouvoir retravailler, etc., etc. Une soumission très forte qui apparaît et qui participe de cette revanche patronale. Revanche patronale aussi, parce que, oui, il y a une reprise en main de la Confédération générale de la production française qui devient la Confédération générale du patronat français, avec une volonté de lutter contre tous les acquis sociaux qui ont été mis en avant. Et des fois avec des services d'ordre musclés.
hein, je ne reviens pas là-dessus sur les enjeux des élections des délégués du personnel, mais il y a plein d'endroits où on voit bien comment ils disent « attention, il ne faut pas que les syndicats s'en emparent, et il faut que nous, on soit plus forts et plus puissants pour le faire ». Donc, ces formes-là. Puis, il y a une autre forme classique que le cartel des gauches avait connue, tu as évoqué les 200 familles, mais c'est les enjeux du mur de l'argent. C'est-à-dire que pour relancer l'économie, il y avait besoin d'emprunts et il y avait besoin d'une politique véritablement, on pourrait presque dire keynésienne avant l'heure, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais ça participe de ça, eh bien, il y a une fuite des capitaux. Et la fuite des capitaux, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus, hein, tu vois, il y a une petite différence, c'est qu'elle s'accélère en 1936 et 1937. Et les collègues, on le savait, parce que même la presse de l'époque le dit. Là, j'ai retrouvé il y a peu de temps, dans un petit journal de Dole, le Front comtois, qui était le Front populaire, il dénonce, en fin de compte, cette fuite des capitaux. Mais on n'avait pas les chiffres à l'époque. Maintenant, on les a grâce à nos collègues suisses. Parce que nos collègues suisses, ils ont travaillé sur, des fois, des choses détournées en histoire. On est sur un sujet, puis on trouve quelque chose en travaillant dessus. C'était quoi? C'était la commission Bergier. Et la commission Bergier en Suisse, c'était tout simplement tous les travaux qui existent sur la spoliation des biens juifs depuis l'arrivée d'Hitler en 1933 jusqu'à 1945. Et comment, en fin de compte, c'était Jean Ziegler qui avait sorti un livre pamphlétaire il y a quelques années sur l'argent des banques suisses, l'argent sale, l'argent qui venait des nazis, etc. Eh bien, cette commission Bergier, les collègues suisses, ils ont eu la possibilité de regarder tout ce qu'il y avait dans les banques. Et cette possibilité-là, bon, ça s'est refermé depuis, hein, mais ils ont eu cela parce que, au cœur de la crise économique des années 30, parce que là, c'est l'autre dimension aussi sur laquelle il faudrait qu'on insiste, le secret bancaire a été mis en place en Suisse. Et ce secret bancaire, il permettait à tout le monde d'aller placer son argent et sans contrôle, sans rien. Dès lors, on sait aujourd'hui que 36 et 37, c'est 6 à 8 millions de francs suisses or qui sont placés, plus de la moitié des capitaux, et ils viennent de France et d'Espagne. Il ne faut pas oublier l'Espagne non plus. Donc on voit bien que quelque part, il y a un rapport, oui, de classe, mais là, cette fois-ci, qui est plus lié du côté du patronat, qui est plus lié du côté de la bourgeoisie qui a pris peur, oui, de ces grèves avec occupation d'usines, et que le gouvernement, peut-être qu'il n'est pas allé jusqu'au bout et que ça a révélé ses contradictions. Peut-être. Hein, là, c'est des choses sur lesquelles on peut sans doute avoir débat. Mais je voulais rappeler ça aussi dans le questionnement. Est-ce qui nous renvoie peut-être aujourd'hui eh bien, aux enjeux de ces multinationales, de ces gens qui ne veulent plus payer d'impôts dans le pays? Parce qu'aujourd'hui, le grand discours, hein, puisque tu as évoqué à juste titre la question des charges, et ça a été évoqué dans un des débats ce matin, dans une des tables rondes qu'on avait au Palais des Ducs, et entre le patronat et les syndicats, la déléguée CGT Côte d'Or rappelant que, attention, ça fait partie du salaire, que ces cotisations, c'est dans l'ensemble du salaire et qu'il ne faudrait pas les soustraire, etc. Parce qu'il y a un principe de fond qui existe depuis, là encore, la Révolution française, je suis désolé de rappeler à ce modèle, c'est que l'impôt est constitutif de la citoyenneté, ou la citoyenneté est liée à l'impôt. Et donc, tout le discours libéral qui dit les charges, les impôts, etc., il n'en faut pas et tout, eh bien, la logique dans laquelle on est nous amène aussi à repenser peut-être des éléments qui ont joué au moment de ces années 30 et qui rejouent aujourd'hui. Alors, je fais aussi attention au temps parce qu'on avait dit 20 minutes, mais je vais... Je termine sur ce que je voulais terminer. Donc le premier point, ou peut-être pour moi ce qui me manquait, c'était quand même tous les enjeux paix et guerre, parce que oui, on a la guerre d'Espagne, parce que oui, on a la guerre d'Éthiopie, parce qu'on a la guerre aussi, il ne faut jamais la perdre de vue, en Chine, parce que dans ce moment des fronts populaires et des années 30, il y a une logique internationale et il y a des enjeux internationaux. Et sur ces enjeux internationaux, sur ces enjeux internationaux, il y a ce qui se joue, c'est l'invasion du Japon en Chine, et que vous le savez que à ce moment-là en Chine, le Kuomintang, qui était le parti nationaliste, qui tenait la République, s'allie avec les communistes chinois de Mao Tse-tung, après la longue marche, une guerre entre eux civile importante,
au nom même, en fin de compte, du 7e congrès de l'Internationale communiste, parce que c'est ça qu'on essaye de retrouver maintenant en 1935, puisque le 7e congrès va reprendre la ligne française de laboratoire d'antifascisme et de ce que Dimitrov avait mis en avant, pour faire le front patriotique. Et bien, si on a ce front patriotique qui est une forme de front populaire à la chinoise, qui est de lutte contre le fascisme, oui, l'antifascisme est le continuum face à ces guerres. Mais là, en faisant la guerre. Et n'oublions pas que le Kuomintang, il est armé par l'Union soviétique à partir de ce moment-là, de manière encore plus importante qu'auparavant. Donc, les enjeux de guerre, les enjeux de rapport à la paix, de rapport à ce traumatisme de la Première Guerre mondiale et de tout ça, et puis surtout de nos alliés, peut-être, je vais dire non, parce que c'était, je pensais au gouvernement Blum, et tu vas dire, tu as choisi ton camp, etc. C'était pas ça, mais les Britanniques qui refusent totalement d'intervenir et qui poussent jusqu'au bout la logique avec Chamberlain, qui va attendre simplement 1939 pour dire que Hitler n'est pas un gentleman. Puisque c'est au moment de l'invasion de la Bohème en 1939. Donc on a laissé faire. Pas tous, parce qu'en 1938, il y a eu quand même des gens qui ont voté contre les accords Munich, non seulement le groupe communiste, je tiens à le rappeler, on est en Côte d'Or, le seul député socialiste à avoir voté contre les accords de Munich, c'est Jean Bouet. Mais bon, c'était une petite histoire locale, mais on avait fait le pari tout à l'heure à midi avec Gérard de l'évoquer, et puis il y avait le député nationaliste aussi de Kérylis. C'est-à-dire, en fin de compte, comment l'antifascisme se brise sur le pacifisme ou la guerre. Et ça, c'est peut-être une des questions sur lesquelles on pourrait revenir de nos jours. Et enfin, merci beaucoup. Et enfin, dernier point, et j'en terminerai là, la question... Qu'est-ce que ça nous dit d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça nous invite à dire d'aujourd'hui, ces années 30 ? Et pourquoi 39 et 38, 39 et ces moments-là ? Souvenez-vous, on est en 2025, c'est en 2024 qu'il y a eu une dissolution. Et que cette dissolution, après, quand même, une poussée forte aux européennes du RN, sur les plateaux télévisés, très vite, il y a quelqu'un qui a eu une formule géniale qui s'appelle Ruffin. Il a dit « nouveau front populaire ». Et comment, en fin de compte, ça a créé, et là je vais dans ton sens, une unité, comment ça a créé, en quelque sorte, un nouvel espoir, ou au moins que ça a réveillé, ça a redéfini le champ des possibles d'une union. Alors peut-être que le programme n'était pas abouti, peut-être que, etc., mais au moins il y avait ce réflexe d'une riposte, parce que c'est ça, ce qui s'est joué en 34, 35, 36, c'est la riposte face au fascisme. Et bien là, face à cette dissolution, la riposte face au danger de l'arrivée du fascisme au pouvoir. Alors tu vas me dire, la deuxième fois, c'est une farce, et la tragédie, je ne reviens pas là-dessus, sur la deuxième fois des choses, puisque tu dis, il faut qu'on aille à l'unité. Mais l'unité, je suis entièrement d'accord, il faut que ça se continue, il faut que ça fonctionne ensemble, mais quels sont les moyens et surtout les projets communs qui peuvent être portés. En revanche, il y a une chose où on est entièrement d'accord, c'est que tout ne peut pas se faire s'il n'y a pas derrière aussi un mouvement social. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui poussent véritablement les organisations politiques, qui poussent aussi le politique. Quand il y a 2 millions de personnes dans la rue contre... les enjeux des lois sur les retraites, etc., enfin jusqu'à 3 millions, je me donnais la fourchette basse, mais bon, d'accord, 3 millions. Non, j'étais pas à la police, s'il te plaît, enfin, ça c'est pas gentil, mais c'est pas grave, il faut une police républicaine, et pourquoi pas, à la limite, il en faut une, mais pas celle des... C'était une blague, genre, voilà, selon la police, selon les organisations... Ouais, mais elle disait 500 000, la police, elle disait pas 2 millions. Mais bon, revenons à nos moutons, nos 3 millions. Eh bien, il faut que ce mouvement puisse aussi pousser et permettre d'éviter, me semble-t-il, qu'on ait des organisations, alors qu'elles soient gazeuses, qu'elles soient autres, qu'elles soient peu importe, etc., mais au moins qu'il y ait cette dialectique, parce que le mot est beau, entre les deux, qu'il y ait un rapport peut-être de force, et puis qu'il y ait tout simplement... Si au moins il y a un programme, eh bien, il y a un mandat impératif de respect du programme. Voilà, j'arrête. Bien, merci. Alors, ce que je propose, parce qu'évidemment,
on a très envie de discuter entre nous, et de se répondre les uns les autres, mais comme finalement l'heure tourne, et je propose de vous donner la parole, que vous posiez vos questions, que vous interveniez, et en y répondant à ces questions, je pense que ce sera une occasion pour nous de répondre les uns aux autres. Alors, qui demande la parole ? On ne vous voit pas parce qu'on a les spots. Il y a quelqu'un devant, quelqu'un derrière. On commence là, puis ensuite vous prenez la micro. Bon, Joël André Ferron, donc je suis prospectiviste. Donc vous avez évoqué essayer de faire une comparaison 38-39 de la période de référence avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais quand on évoque 39, il y a aussi ce qui vient après. Par exemple la guerre. Et donc, moi, quand j'ai vu le sujet, donc je dis, tiens, est-ce que nous sommes à la veille d'un nouveau conflit ? C'est la question que je me suis posée, donc c'est la raison pour laquelle je suis venu, et je n'ai pas l'impression d'avoir eu une réponse. D'accord. Vous allez la proposer, puisque vous êtes prospectiviste, c'est à vous de dire. Est-ce qu'il va y avoir une guerre ? Nous, on est historiens. Non, on gère le passé, c'est déjà pas mal. Faut faire mon micro. Deuxième question. Je vais faire le micro. Oui, je voudrais juste savoir si, parce que vous avez beaucoup parlé par rapport au Front populaire, au nouveau Front populaire, sur le fait des gauches de se mettre d'accord sur un programme en commun. Je voudrais savoir si aujourd'hui il existe une sorte de roman national. Une sorte. Un roman national. Vous pouvez développer la question Si on voit. En rapport avec le Front populaire, j'ai pas compris. Non, en fait, c'est pas... Je vois pas, pardon. Je reprends pas la parole, je demande juste que la question soit précisée. Non, en fait, parce que moi, j'entends beaucoup aujourd'hui parler de programmes politiques des gauches, par exemple avec la taxe Zuckman, etc., de rétablir l'ISF, mais je trouve que le programme politique qui est mis en avant ne fait pas nation. Enfin, pour moi, ça ne fait pas nation, en fait. Par rapport au roman national qui est mis en avant par une certaine extrême droite, où là, justement, ça touche quand même aux tripes, quoi. Ça touche aux valeurs, aux symboles, etc. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah oui, on a compris. Beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, on va répondre à ces deux questions ? D'accord. Alors, qui c'est qui répond à la première sur le danger de guerre ? Il y a plein de choses à dire. Alors, déjà, non, je vais esquisser 2-3 mots sur la deuxième intervention. Faire nation, de toute façon, faire nation, c'est extrêmement complexe. La nation, elle est née sous la Révolution française. L'idée, en tout cas, de nation, donc elle est née dans une perspective émancipatrice. Donc je ne sais pas très bien ce que vous mettez derrière les valeurs de la nation, parce qu'on peut y voir aussi bien une dimension un peu réactionnaire, de retour à une France blanche, chrétienne, voilà, la fille aînée de l'Église, etc. Ça peut être une interprétation. Ça peut être aussi l'interprétation un peu inverse, c'est-à-dire une nation porteuse de notions de justice, d'émancipation, de solidarité, d'égalité. Donc voilà, les valeurs autour de la nation, elles sont extrêmement complexes. Et moi, je pense que vraiment, ce qui est le plus beau dans l'idée d'un collectif national, c'est qu'on aille dans le sens justement de la justice. Et il me semble que l'extrême droite ne porte pas du tout cette valeur, qu'elle porte dès lors justement une manière de reconduire des inégalités, c'est ce que j'ai dit par les quelques mesures qui sont mises en avant dans le projet du Rassemblement national. C'est une nation qui, du coup, bien sûr que c'est tout à fait un roman national, parce que ça entérine l'idée que la nation est extrêmement divisée
fracturé par des inégalités monstrueuses, des inégalités sociales, des inégalités de revenus notamment. On l'a bien vu avec le mouvement des Gilets jaunes, un soulèvement populaire qui nous montrait à quel point beaucoup de gens dans ce pays ne peuvent pas finir leur fin de mois, tout simplement. Et le programme du Rassemblement national ne répond pas à ces questions. Par exemple, on peut très bien voir que une écrasante majorité des électeurs et électrices du Rassemblement national souhaitent un certain nombre de mesures, comme par exemple le blocage des prix des produits de première nécessité. Ça fait partie, plus de 90% des électeurs du Front National veulent ça. Mais le RN ne le souhaite pas. De même, le rétablissement de l'ISF, c'est vraiment désiré très largement, plus de 85%, par les électeurs et électrices du RN, et le RN ne le souhaite pas. Donc en fait, il y a un décalage, de toute façon, le décalage, il est déjà entre les aspirations de cet électorat et la réalité de ce programme. Ce qui est clair aussi, c'est que, et pour moi, c'est pas ça faire nation, c'est que désormais, ça a été bien montré. Par exemple, il y a un ouvrage fondamental de Félicien Faury sur l'électorat du Rassemblement national. Maintenant, la matrice, le ressort principal du vote, il y a d'autres ressorts, mais c'est le racisme. Et ça, il me semble que c'est pas forcément un héritage de la nation qui se veut universelle, qui se veut accueillante, qui se veut solidaire et hospitalière. Donc vous voyez, je trouve que la question du roman national, d'ailleurs, elle est de toute façon en soi problématique, puisqu'elle est mythique. Voilà, à quelle part du roman national vous voulez vous référer? Est-ce que c'est le temps des cathédrales, ou est-ce que c'est le temps des luttes justement pour davantage de justice, d'égalité et de démocratie? Donc, voilà, donc je vous retourne un peu la question. Et donc, à l'occasion de votre interrogation sur la guerre, moi, je peux revenir sur un certain nombre d'éléments historiques qu'a mentionné Jean à l'instant. La gauche, par exemple, elle a toujours été opposée au traité de Versailles. La gauche socialiste qui disait « Ah oui, mais le traité de Versailles n'a pas été respecté. » En fait, le traité de Versailles avait été considéré par une grande partie de la gauche comme inique, comme humiliant, comme écrasant pour l'Allemagne et surtout pour le peuple allemand. Et donc cette gauche qui se voulait solidaire et internationaliste, voilà, ça ne l'empêchait pas d'être patriote et de se revendiquer d'une nation émancipatrice, mais elle était internationaliste et elle disait qu'on ne pouvait pas ainsi écraser le peuple allemand sous le joug du traité de Versailles. Donc elle était pour l'abrogation d'un certain nombre d'articles du traité de Versailles, et notamment l'article qui considérait que l'Allemagne était la seule responsable de la guerre. Tu as parlé, Jean, du colonialisme, et ça c'est aussi intéressant pour aujourd'hui, en termes de rapport guerrier. Le Front populaire, avec un ministre socialiste à la tête de la question coloniale, veut maintenir en l'état le monde colonial. Et quand on va chercher dans les archives, par exemple, les archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, on voit que c'est vraiment, y compris quand il y a des mobilisations, quand il y a des grèves ouvrières au Vietnam ou en Algérie, quand il y a des revendications pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à l'autodétermination, c'est le cas par exemple d'organisations algériennes comme l'Étoile nord-africaine, ces organisations, elles finissent d'ailleurs par être dissoutes par le Front populaire. L'Étoile nord-africaine a été dissoute par le Front populaire. Mais c'est pour la même raison. C'est parce qu'on considère que là, y compris face au danger de guerre, face à la puissance du réarmement hitlérien notamment, il faut préserver le patrimoine colonial. Alors peut-être que ça ira dans le sens de votre roman national, où voilà, c'est la très grande France avec ses colonies. Mais c'est quand même une contradiction dans les termes par rapport aux idéaux de la gauche qui a de longue date, y compris par Jaurès, défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La question du réarmement, elle est posée par le Front populaire, elle est centrale. Le budget principal, ou avec des augmentations majeures, donc là ça va aussi dans le sens de votre question, voilà, on parle de la guerre. Oui, le Front populaire, la France du Front populaire s'est préparée à la guerre.
Et justement, le grand drame notamment de Vincent Auriol, dont je parlais, ministre des Finances, c'est qu'il y a énormément de ces finances, de ce budget, qui est consacré à la guerre, à la préparation de la guerre, au réarmement. Et Blum y est très favorable. Tout pacifiste qu'il soit, il dit, voilà, réarmer, réarmer. Et c'est aussi pour ça que le Front populaire dit, il ne faut plus de grève, et qu'il remet en cause, et c'est là que vraiment je ne suis pas d'accord avec toi sur la question de la centralité du Parti radical, parce que là où ça me paraît, en tout cas, passer à côté d'un enjeu qui est important pour nous aujourd'hui, c'est où les responsabilités, elles sont partagées. Ce n'est pas uniquement le Parti radical. Les socialistes à cette époque, et d'ailleurs soutenus en grande partie par les communistes sur ce point, disent il faut la défense nationale, il faut réarmer, et du coup, le premier secteur qui remet en cause les 40 heures, mais bien avant Daladier, bien avant la mort officielle du Front populaire, c'est le secteur de la défense nationale, et ça s'étend après. Le secteur de la métallurgie, on va refaire 48 heures et 50 heures par semaine, parce que c'est la défense nationale et que la question du pays est en cause. Alors peut-être pour aller d'ailleurs aussi dans le sens de vos deux interventions, Léon Blum, en janvier et en mars 1938, en mars, il revient brièvement au pouvoir. Il ne veut pas un gouvernement de gauche. Il ne veut pas un gouvernement de gauche, il veut un gouvernement d'unité nationale. D'ailleurs, il va employer, il a déjà fait ce lapsus quelques mois auparavant, il s'est excusé de ce lapsus, il dit un gouvernement de rassemblement national. Après, il dit, non, pardon, je voulais dire bien sûr un gouvernement de rassemblement populaire. Mais en janvier et en mars 1938, il dit « Je veux faire un gouvernement de rassemblement national. Je veux faire un gouvernement de retour à l'union sacrée. » On en pense ce qu'on veut. Seulement, je dis, il ne faut pas considérer que c'est uniquement les radicaux qui seraient sur cette ligne et qui, avec Daladier en avril 1938, se tourneraient vers la droite. Il y a des ministres, déjà par exemple dans le gouvernement à partir de juin 1937, de Chotan-Blum. Blum est le vice-président du Conseil, Camille Chotan, un radical, est président du Conseil. Il y a par exemple un ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, qui est favorable à Franco, qui est favorable à la reconnaissance du franquisme, et qui est favorable aussi à l'Allemagne nazie, et qui est d'ailleurs antisémite. Il en fera la démonstration après. Hannah Arendt en parle très bien, mais en fait on le voit là aussi dans les sources. Donc c'est déjà extrêmement complexe, parce que justement dans ce rapport Guerre et Paix que tu as eu tout à fait raison de mettre en exergue, les choses sont très complexes. Blum est d'un côté pacifiste, et donc il pense qu'on peut encore s'accorder avec l'Allemagne, on peut encore s'accommoder de la présence de l'Allemagne et rester pacifiste le plus longtemps possible. C'est la raison pour laquelle la non-intervention en Espagne n'est pas que le fait des Britanniques, comme elle n'est pas que le fait des radicaux. Blum ne veut pas d'intervention en Espagne, mais il ne veut pas non plus de brigade internationale. Et donc là, les archives nous font la démonstration, circulaire après circulaire du ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Marx Dormoy, en janvier 1937, des mesures sont prises pour interdire les brigades internationales, pour interdire le recrutement des brigades internationales en France. Et il faut voir aussi comment on traite ces brigadistes qui vont combattre les armes à la main, très complexe. Il y a d'un côté les brigades internationales mises en place par l'URSS, avec essentiellement le stalinisme à cette époque, et puis il y en a d'autres qui sont plus des anarchistes, des libertaires, ou la gauche révolutionnaire au sein même du Parti socialiste de l'époque, mais ils sont extrêmement maltraités dans la France du Front populaire. Et voilà, il ne faut pas attendre Daladier pour le savoir. Donc en fait, ça pose une question. Est-ce qu'on est pour, justement, face à un danger de guerre, est-ce qu'on est pour un gouvernement d'unité nationale, ou est-ce que on considère que gauche et droite, c'est très différent. Une autre chose que je voulais dire quand même qu'on n'a pas du tout évoquée, et pourtant qui me semble assez cruciale, aussi bien pour la période dont on traite que pour la période qu'on traverse, c'est la question médiatique. À mes yeux, puisque vous parlez de la guerre, les médias sont une machine de guerre. Quand des médias, et c'est très dangereux pour la démocratie, quand l'écrasante majorité des médias sont détenus par 11 milliardaires, on a un vrai problème de démocratie. Et moi, je reprendrais volontiers plutôt d'ailleurs le programme du CNR, du Conseil national de la résistance, que le Front populaire, qui, à cette époque déjà, il y avait une très grande concentration
de la presse, en l'occurrence de la presse écrite, qui était vraiment extrêmement opposée à la gauche au pouvoir, à l'expérience Blum, qui était particulièrement aussi antisémite, et qui explique d'ailleurs la violence qui s'est déversée sur le Front populaire, sur Blum en particulier, attaqué parce que juif, et aussi sur Roger Salengro, qui a fini par se suicider parce qu'il était attaqué par cette extrême droite, mais relayé très largement par la presse. Et donc le CNR, et je termine là-dessus, le CNR disait il faut mettre les médias à l'abri des puissances de l'argent. Voilà. Et donc, qu'on soit roman national, qu'on soit voilà, une sorte de nostalgie du passé, ou qu'on ait une vision différente et davantage tournée vers l'hospitalité et des valeurs de solidarité, je pense qu'on peut de toute façon avoir un point commun qui est de s'inquiéter pour la démocratie quand les médias sont à la botte des 11 personnes les plus riches de ce pays. Donc il faut vraiment, à mon avis, en faire un enjeu central, parce que cette machine de guerre médiatique, elle avance un peu comme un rouleau compresseur, y compris en termes de liberté, en termes de droit d'expression. Et on l'a vu très bien, puisque tu as parlé de l'Ukraine, tu as aussi parlé de la Palestine. Oui. À mon avis, la Palestine, c'est pas seulement une guerre. C'est une politique génocidaire, et désormais les historiens israéliens spécialistes de génocide en parlent, et désormais une partie justement de la presse qui reste indépendante en parle très clairement. Mais le dire dans les médias, c'est déjà poser un problème. Donc ça aussi, l'histoire, j'aime pas beaucoup cette formule, mais là je vais l'employer, l'histoire jugera à propos de cette politique génocidaire, et elle jugera aussi tous les complices qui l'ont nié comme tel. Jean, tu réponds aux mêmes questions ? Oui, réponse, okay. Mais on est quand même assez d'accord. On essaiera de prendre une autre question. Il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir dans la salle ? Oui, 2 personnes là. Donc, je réponds rapidement. Tu réponds et puis on a encore un quart d'heure. Sur le roman national, de toute façon, je pense qu'on en pense la même chose, parce que c'est un peu bizarre de l'entendre de cette manière, parce que le Front populaire, qu'on le veuille ou non, on n'est pas dans une logique simplement de nationalisme, on est plutôt dans une logique de patriotisme. Pardon, on est dans une logique de patriotisme. Je renvoie au discours de Duclos le 14 juillet 1935, le drapeau rouge qui rejoint le drapeau bleu-blanc-rouge et la Marseillaise qui rejoint l'Internationale. Mais au-delà de ça, ça dépend quel roman national vous voulez. Si c'est celui d'une patrie, d'un peuple libre qui est ouverte à tous les hommes de la terre, je ne reviens pas là-dessus sur les années 1789-1793, ou si c'est celle qui, en fin de compte, est mythique, le temps des cathédrales, le temps des rois, etc., etc. Parce que c'est ça, hein, c'est, en fin de compte, est-ce que c'est le programme du Puy du Fou qui nous permet de lire ce qu'est le roman national, ou est-ce que c'est une logique d'une république émancipatrice et d'une république qui ne fait que, en fin de compte, s'élargir tout au long des siècles, parce que pendant longtemps, les femmes étaient exclues, bien sûr, du droit de vote, et là, c'est un des drames aussi de ces années 30 et du Front populaire. La seule chose où les femmes ont pu voter, c'est les déléguées ouvrières dans les usines, puisque le Sénat s'est toujours opposé dans ces logiques, etc. En revanche, l'autre aspect par rapport à ce que vous posiez comme question sur la guerre, sur 39, et vous dites que vous projetez, etc. Nous, on ne peut pas se projeter. Nous, on est historiens. Nous, notre métier, c'est parfois, oui, de faire des comparaisons, mais c'est plutôt de questionner le passé pour éclairer un peu le présent. C'était Marc Bloch qui avait lancé la formule, mais on ne peut pas être devin. On ne peut pas, de ce point de vue-là, vous dire ce qui va advenir. En revanche, on peut dire qu'il y a des ingrédients, on peut dire qu'il y a des choses qui nous amènent à... Et sur les enjeux de presse, sur les enjeux, comment dirais-je, de contrôle de la presse, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit média ou qu'elle soit autre, on ne peut être que d'accord avec ce qu'a dit Ludivine, d'autant plus qu'il ne faut jamais perdre de vue que le CNR, moi je l'inscris non seulement avec la résistance et tous les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, mais je l'inscris dans une suite du Front populaire, parce que c'est à peine 10 ans, 36-46, et que tout ce qui n'avait pas pu aboutir entre 36 et 38, je pense au statut du fermage et du métayage, la sécurité sociale, bref, tout ce dont on a parlé également ce matin dans d'autres ateliers de ces journées, eh bien, advient à ce moment-là.
Et donc ça veut bien dire que quelque part, il y a eu, oui, une désillusion, mais en même temps, ça a ouvert un champ des possibles et qui est repris, qui est revisité, alors avec d'autres logiques, d'autres rapports de force sans doute, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pardon. Je vais donner, il y a 2 questions. Alors j'ai une question qui peut paraître un peu bête, mais c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Je voudrais savoir si l'extrême droitisation dans le monde, et plus particulièrement en Europe, serait liée au fait qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Oui, prends le micro. Oui, vous n'avez pas évoqué le problème de l'armée. On pourrait faire des parallèles entre avant, en 1939 et maintenant, avec, je donnerai deux points un peu d'actualité. En 1939, il y avait la ligne Maginot, on a la dissuasion nucléaire. En 1939, on avait une armée de conscription, et maintenant, on a une armée de métier. Donc, par rapport aux questions d'actualité, que ce soit le réarmement, la question du financement du réarmement, la question de la préparation d'une éventuelle résistance, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire contre la préparation d'une résistance en cas d'invasion du territoire, et troisièmement, effectivement, la question défendue par la gauche longtemps, c'est-à-dire le service national universel, par rapport à l'armée de métier. Tu as entendu que le service volontaire, c'est simplement juste une plaisanterie. Il n'y a qu'à faciliter le fait que les jeunes puissent s'engager s'ils en ont envie. Bien. Il n'y a pas d'autres questions. Je propose que c'est Jean qui réponde en premier et Ludivine qui aura le dernier mot. C'est bien, Ludivine a toujours le dernier mot. Il n'y a aucun souci, ça ne me dérange pas. C'était une boutade, puisqu'on est à Dijon, et il faut que je le fasse, il y a toujours des boutades dijonnaises. Donc revenons à la question sur l'extrême droitisation en Europe, et on oublie la Seconde Guerre mondiale, on oublie tout ça. Il y a peut-être cet élément, effectivement, mais il y a aussi tout un discours de l'extrême droite qui a pourri les conceptions de la Seconde Guerre mondiale depuis de nombreuses années sur des réseaux sociaux, sur des sites, etc. Et on a travaillé un peu là-dessus, qui nous fait croire que la résistance, eh bien, c'était les nationalistes, les authentiques nationalistes, et que la gauche, elle était collaborationniste avec DA, avec Doriot, avec etc. Sauf que DA, Doriot, ce sont des dérives, c'est ultra minoritaire, et ce n'est pas du tout ceux qui ont constitué la résistance. Mais cette hégémonie culturelle d'un discours en disant les nationalistes, eux, ont résisté et la gauche a collaboré, a pourri la lecture et la vision, me semble-t-il, chez de nombreux jeunes et moins jeunes, de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale. Mais là non plus, il ne faut pas mythifier combien de résistants, combien de collabos, et en fin de compte, la grande majorité était attentiste. Si on prend les chiffres... Alors difficile, mais on avait quand même fait ça, soit à la Fondation de la Résistance, soit à la Fondation de la Mémoire de la Déportation, ou soit au musée... Saint-Brisson, Besançon, etc., et à Paris, on va dire, allez, 4, je vais être généreux, 6 à 7% de résistants, 2 à 3% de vrais collaborationnistes. Si vous cumulez les deux, on va dire on monte à 10%, mais vous avez quand même 90% de la population qui était attentiste. Donc attention à cette lecture aussi qui a été mythifiée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans une logique d'une France résistante et résistentialiste face à Vichy qu'on avait totalement oublié, refoulé, perdu de vue, etc. Perdu de vue parce qu'on est en logique de guerre froide très vite et très tôt, et que l'amnistie de la collaboration et l'amnistie de la Seconde Guerre mondiale se fait dès 1951. Dès 1951. Et que la seule historienne qui a lancé en 1964, alors c'est très vieux, la logique de la collaboration, elle s'est fait attaquer par d'anciens collaborateurs
Mais la justice lui a donné raison en disant c'est pas parce que ça a été amnistié qu'on n'a pas le droit de le dire et on peut le retrouver dans la presse. Donc c'était Michel Cotta, c'était la thèse de Michel Cotta. Donc voilà pour la première question. La deuxième sur on a la force nucléaire, on a etc. Que dire de plus? Enfin, moi, enfin, tout dépend. On est quand même dans des logiques alternatives ici. Enfin, c'est les journées alter ego, etc. Généralement, l'identité de cette république émancipatrice, etc., c'est quand même celle du pacifisme. C'est pas celle du va-t-en-guerre. Donc, par conséquent, que faire de plus que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Peut-être qu'il y a d'autres formes de guerre qui sont celles des logiques microbiennes, bactériologiques, ou qui sont celles de, comment ça s'appelle, des virus informatiques ou de ces choses-là, etc. Mais soyons aussi au cœur d'un projet qui ne soit pas simplement roman national et nationalitaire, mais qui soit patriote et internationaliste. Parce que la redécouverte, c'est quand même l'autre, c'est l'altérité. C'est ça qui nous intéresse, me semble-t-il, dans la conception qu'on peut avoir d'une république émancipatrice. C'est tout ce que je dirais. Bon, je vais commencer par justement ce point sur la guerre et les forces de dissuasion et l'armée. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire militaire, mais je lis quand même pas mal et d'historiens du militaire. Et de gens qui sont des experts ou des stratèges. J'ai lu par exemple il n'y a pas très longtemps des propos de Stéphane Audouin-Rousseau, qui est un des meilleurs spécialistes de l'histoire anthropologique de la guerre, mais qui lui dit que de toute façon, face à l'armée russe, l'armée française, voilà, elle ne fera pas le poids. Et ce n'est pas une question uniquement de division. Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean, et finalement ça rejoint ce que pensait Blum pendant une grande partie des années 30, c'est-à-dire qu'il faut miser sur la diplomatie, il faut miser sur des formes d'entente plutôt que sur une conflictualité armée. La gauche, dans les années 30, elle était pour réduire encore le service militaire, la durée du service militaire, qui était... Pas du tout. Et donc, oui, mais en fait, il y avait une très grande critique à gauche de l'armée, des pratiques d'encasernement, évidemment, parce que l'armée était considérée aussi comme dans une dimension à ses yeux autoritaire, hein, par exemple. Donc on trouvait beaucoup dans les journaux de gauche avant le Front populaire. Hein. Je précise que je vais indiquer un changement sur le Front populaire. La presse de gauche était truffée d'histoires qui expliquaient les conditions même dans les casernes, et que en fait, cette gauche refusait quand même la caporalisation. Et au nom notamment de son pacifisme et d'une partie de son antimilitarisme, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de défense nationale. Par exemple, Jaurès, comme les gens de gauche dans la première moitié des années 30, disaient, mais de toute façon, en cas de guerre, il y aura une levée en masse. Parce qu'en fait, il se référait à 1792, et donc, voilà, il y aura une mobilisation populaire. Et d'ailleurs, ça s'est passé au travers de la résistance, dans toute son hétérogénéité, dans toute sa complexité. Ce n'était pas une levée en masse au sens où elle était, comme Jean l'a rappelé, pas massive numériquement, mais c'était bien de ça quand même qu'il s'agissait. Et en fait, cette gauche, par exemple, elle luttait pour réduire le service militaire. Elle était contre la loi des 2 ans qui avait été prise par la droite associée à une partie de par la droite, on va dire, Laval notamment, Pierre Laval. Et puis, une fois le Front populaire au pouvoir, elle a abandonné cette revendication. Signe que, voilà, on n'entendait plus parler à partir déjà de 1935, et à fortiori 1936, d'abroger la loi des 2 ans. Parce que, précisément, elle voulait se préparer à la défense nationale. Donc, je ne sais pas comment vous envisagez les choses, puisque c'est la question qui semble vous intéresser, ou monsieur qui est prospectiviste. Donc, moi, je ne peux pas... je n'ai pas du tout la compétence pour imaginer ce qui pourrait en être en termes de défense. En tout cas, il me semble quand même que sur le plan, par exemple, de l'armée de terre, ou même de tout ce qui concerne la flotte française, il me semble que, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je les connaissais il y a quelque temps, que par exemple la Chine, elle met à l'eau l'équivalent de l'intégralité de la flotte française à peu près tous les 5 ans.
Donc on est loin du compte. Donc en fait, il faut se demander si soit on veut vraiment sauter un pas de géantissime pour rattraper ce retard par rapport à la Chine, par rapport à la Russie et éventuellement par rapport aux États-Unis. Si la question ne se pose pas de la même manière, encore que quand on voit Trump et son agressivité vis-à-vis de l'Europe, voilà, il n'y a pas qu'un ennemi potentiel. Mais voilà, donc moi je vous retourne un peu la question parce que j'ai pas la réponse. J'essaie de juste mettre en évidence des comparaisons historiques. Et l'autre chose, alors la question en effet qui me paraît fondamentale, c'est est-ce que ce que vous avez posé, est-ce que c'est parce qu'on a trop oublié la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une extrême droitisation? Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout qu'on ait trop oublié la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'en fait, les logiques, alors là, peut-être que ça répond davantage à la question de monsieur, mais alors, vous n'avez pas parlé de 39, et vous avez raison, monsieur, je comprends votre frustration, ou en tout cas, et la guerre qui vient, quoi, voilà, est-ce qu'on va revivre un 39 et une guerre qui vient? Moi, je pense que tous les ingrédients sont réunis, y compris en termes de logique raciste, de logique d'altérité, puisque c'était le mot que tu employais, Jean, de xénophobie structurelle, systémique, ce qui fait qu'on peut tout à fait avoir l'équivalent. Enfin, en fait, retourner... Par exemple, Mussolini disait la paix c'est de la gnognotte. La démocratie, c'est un régime de faibles. Voilà. Hitler, Mussolini se revendiquaient de la guerre. Ils l'assumaient. Et je crois qu'aujourd'hui, on est face à des puissances, y compris celles qu'on a citées, mais y compris un Trump, qui nous dit ça. Et ça fait quand même aussi des années que, y compris en France, on nous dit, voilà, nous sommes en guerre. C'est la logique du « nous sommes en guerre ». C'est une formule qui a été employée, y compris pendant la crise du Covid, etc. Nous sommes en guerre. Donc il me semble que c'est l'idée quand même de familiariser les esprits avec cette militarisation, avec cette idée qu'il faut être prêt à sacrifier ses enfants, pour reprendre ce qu'a dit le général Mondon il y a quelques jours. Voilà, il faut accepter de perdre ses enfants, mais ça, c'est pas quelque chose que lui aurait dit la semaine dernière. C'est quelque chose, par exemple, qu'on entend tous les soirs à 18h30 à l'Arc de Triomphe, où il y a tous les soirs une cérémonie où on ravive la flamme du soldat inconnu, et où il y a des représentants de l'armée française et des jeunes. Alors, tous les jours, il y a des jeunes, voilà, tous les soirs, il y a des jeunes, des adolescents, des enfants, etc., qui vont ranimer la flamme avec les militaires dans un cérémonial, donc vraiment quotidien, et où on entend ce discours, voilà, il faut savoir se sacrifier, il faut savoir mourir pour la patrie. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est plutôt l'accélération. On l'a vu avec le SNU, maintenant on le voit avec justement ces propos du chef d'état-major de l'armée française, on le voit avec l'appui qu'il a reçu finalement de sa ministre de tutelle et l'appui en fait du gouvernement et du président Macron, qui vont plutôt dans le sens de la refamiliarisation. Et je termine, puisque j'en ai parlé. J'ai parlé de génocide à propos de Gaza, et si je me permets d'en parler, c'est que vraiment c'est quelque chose qui fait consensus parmi les spécialistes de l'histoire des génocides et à l'échelle des instances internationales. Quoi qu'il en soit, peu importe la question du terme, ce n'est pas une question sémantique ici, mais je crois que, voilà, on y est, c'est-à-dire qu'on est contemporain. Et il y avait encore un article du Monde aujourd'hui, c'est Le Monde, c'est pas des gens qui ont des couteaux entre les dents et les gauchistes de service. Le Monde disait le génocide se poursuit à Gaza. Et pourquoi j'en parle là? C'est que, oui, d'accord, donc le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, c'est notamment le double génocide, le génocide des Juifs d'Europe et le génocide des Tziganes, 6 millions de morts, 500 000 morts, mais on est contemporain d'un génocide, et que je sache, il n'y a pas là des mobilisations, y compris en France, gigantesques pour faire cesser... même si on considère que ce sont des crimes contre l'humanité massifs, ce qui est là pour le coup reconnu très, 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 très largement, encore plus largement quand même. Donc en fait, là où je suis inquiète, c'est que c'est justement la construction d'une indifférence. Et ce qui s'est passé, y compris dans ce pays, face à une tragédie humaine comme on en a peu connu. Et donc, pour moi, c'est vraiment une manière de s'habituer à cette indifférence et de s'habituer au fait même de la guerre banalisée, et aussi au fait que les vies humaines... Quand un président de la République dit qu'une vie vaut une vie, ce qu'il a dit à propos des Palestiniens, une vie vaut une vie, mais que le lendemain strictement de cette déclaration, il dit qu'il affirme son respect vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, qui est quand même
poursuivi par une cour de justice internationale, pour moi, ça signifie qu'une vie ne vaut pas une vie. Parce que jamais on imaginerait dire qu'on a du respect, par exemple, pour le régime de l'apartheid sud-africain. Que je sache, pourtant, il n'y a pas eu de politique génocidaire. Jamais on n'aurait imaginé dire, voilà, j'ai du respect pour le gouvernement qui met en place cette politique. Donc je trouve ça très tragique et extrêmement inquiétant et extrêmement dangereux parce que nos esprits, mais je dirais presque nos âmes, voilà, c'est un peu voilà, il y a une forme de spiritualité aussi dans tout ça. Hein. Nos âmes sont conditionnées d'une part à l'indifférence et d'autre part à la résignation, une sorte d'assignation à la résignation face à une supposée fatalité de la guerre. Et je pense qu'on peut aussi être nombreux et nombreux à refuser justement de s'y résigner. Indignez-vous. Non, mais... Bien. Voilà. Merci donc à Ludivine Bantigny, à Jean Vigreux pour leurs interventions. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être intervenus. Merci aux techniciens d'avoir accepté de déborder d'un quart d'heure notre temps.